Bonjour et mes meilleurs vœux pour 2025. Les byzantinistes d'hier et d'aujourd'hui est le thème de notre émission aujourd'hui. L'Empire byzantin, qui a été l'épicentre d'une grande civilisation qui va prospérer jusqu'en 1453, demeure un référentiel paradigmatique pour l'Europe. L'ouvrage Le cercle des byzantinistes, qui vient d'être publié aux éditions Les Belles Lettres, évoque les grandes figures de lettrés et grands voyageurs européens qui ont été à l'origine de l'invention et du développement de ce qu'on appelle les études byzantines. Pour en parler, je reçois Anne-Marie Chauny, son auteure, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Rouen. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi du trailer d'un documentaire russe, The Faithful, Les Fidèles, qui raconte l'histoire de ces 43 personnes qui étaient au service du tsar Nicolas II et de sa famille et qui, par loyauté, ont volontairement suivi le tsar dans son exil et ont vécu les différentes tribulations de la famille impériale et ont connu en exil jusqu'à son martyre. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Turquie, le patriarche œcuménique Bartholomé, reçu le 27 décembre par le président turc Erdogan au palais présidentiel à Ankara. Accompagné par le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, le patriarche Bartholomé a été reçu à sa demande pour évoquer la situation des chrétiens en Syrie après le changement de régime dans ce pays, mais aussi de la réouverture de l'Institut de théologie orthodoxe de Chalki en Turquie, rapporte le site grec d'information Orthodox Times. Le patriarche Bartholomé avait effectué une visite à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où il est intervenu à la 17e édition de la rencontre internationale Global Governance. Au mont Athos, la gouvernance de la Sainte Montagne a annoncé l'application à partir du 1er janvier 2025 de nouvelles mesures d'accès et de restriction des nombres des pèlerins à la Sainte Montagne, en raison de l'affluence croissante et pour ne pas perturber les exigences de la vie monastique. À Moscou, tenue exceptionnelle d'une réunion élargie du Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe sous la présidence du patriarche Kirill dans la grande salle de la cathédrale du Saint-Sauveur de Moscou. À Damas, le patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient a reçu Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, en présence du patriarche grec catholique d'Antioche, Joseph Apsi. Il a reçu de même M. Gix Gerlach, l'envoyé spécial néerlandais de l'Union européenne, où il a été question du rôle de l'Union européenne dans la transition politique en Syrie. Le patriarche Jean X a reçu un appel aussi téléphonique de soutien de Mme Saklaropoulos, la présidente de la République grecque. Auparavant, il avait rencontré à Beyrouth, à l'archevêché orthodoxe de Beyrouth, le premier ministre grec Mitsotakis. Depuis la chute du régime Assad, le siège du patriarcat grec orthodoxe d'Antioche à Damas est le carrefour et l'épicentre de plusieurs rencontres interchrétiennes, religieuses et internationales. À Athènes, détérioration de l'état de santé du primat de l'Église orthodoxe d'Albanie, l'archevêque Anastasios de Tirana, qui a été transféré d'urgence par avion et a été admis dans un des hôpitaux d'Athènes. Il a reçu la visite du Premier ministre grec et plusieurs primats d'Église orthodoxe se sont enquis de son état de santé. Au mont Athos, visite du président serbe Aleksandar Vučić à la Sainte Montagne, où il a célébré Noël selon le calendrier julien au monastère de Hilandari, un des grands monastères de la Sainte Montagne qui historiquement est lié à la Serbie, qui contribue aussi à sa rénovation. En Bulgarie, rencontre du patriarche Daniel de Bulgarie avec le Premier ministre bulgare Dimitar Glavchev, puis avec son Saint-Synode avec le président bulgare, où il a été question de la loi en préparation en Bulgarie sur les congrégations religieuses dans ce pays et la possible reconnaissance officielle des anciens calendaristes en Bulgarie. En Roumanie, annonce par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Roumanie de la consécration de l'année 2025 comme année solennelle pour la célébration du centenaire de l'établissement du patriarcat de Bucarest. Toujours en Roumanie, le premier évêque roumain d'Irlande et d'Islande, Nectarii Petre, a été intronisé à Dublin le 5 janvier dernier. À Athènes, la présidente de la République grecque, Mme Saklaropoulos, a pris part à la divine liturgie de Saint Basile, la traditionnelle divine liturgie de Saint Basile du premier jour de l'an, présidée à la cathédrale d'Athènes par l'archevêque Jérôme, qui a procédé aussi au partage de ce qu'on appelle la vassilopita, le gâteau traditionnel de Saint Basile avec elle et les fidèles. À Helsinki, le nouvel archevêque Elia de Finlande a été intronisé en présence notamment du métropolite Arthenios d'Autriche
et de plusieurs évêques représentant différentes églises orthodoxes. En France, rencontre périodique de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France au siège de l'Assemblée à la cathédrale grecque Saint-Stéphane à Bizet à Paris 16e. À Paris toujours, commémoration à la cathédrale de la rue Daru du 5e anniversaire du rattachement de l'archevêché de tradition orthodoxe russe au patriarcat de Moscou, en présence du primat de l'archevêché, le métropolite Jean de Doubna, et ses évêques auxiliaires, et du métropolite visiteur Antoine de Volokolamsk, président du département des affaires étrangères du patriarcat de Moscou. En France toujours, le hiéromoine Irénée Gribov, membre du clergé du diocèse de Chersonèse du patriarcat de Moscou en France, a été nommé recteur par intérim du séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart. Il remplace le père Alexandre Siniakov, premier recteur de ce centre de formation, qui a été remercié par le Saint-Synode russe pour le travail de fondation et de développement du séminaire russe en France qu'il a effectué pendant de longues années. Publication La personne et la croix, le nouvel ouvrage du père Marc-Antoine Costa de Beauregard aux éditions Cerf, collection Patrimoine, du père Dimitrou Stalinoé, Théologie dogmatique orthodoxe, premier volume, en double édition des éditions du Cerf et des éditions Apostolia de la métropole orthodoxe roumaine, et puis de feu l'archevêque Georges Wagner, de l'origine de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, aux éditions Apostolia, enfin à signaler, à voir aussi sur le site de KTO TV, Amalfion, une présence bénédictine au mont Athos, un excellent documentaire réalisé par notre ami Alexei Vosniuk à l'approche de la célébration de 1700e anniversaire du premier concile de Nicée en 325, une coproduction de KTO, de Nomade Production Film 2024. Et maintenant, le grand entretien. Les byzantinistes d'hier et d'aujourd'hui est le thème de notre entretien aujourd'hui. L'Empire byzantin a été porté sur les fonds baptismaux en 330 par Constantin le Grand, en fondant Byzance, la nouvelle capitale de l'Empire romain d'Orient. Il devient, avec Théodose, puis en 527 avec Justinien et l'impératrice Théodora, l'épicentre d'une grande civilisation qui va prospérer jusqu'en 1453, date fatidique de la chute de Constantinople. Le Cercle des byzantinistes, qui vient d'être publié aux éditions Les Belles Lettres, fait la démonstration que la civilisation byzantine demeure un référentiel paradigmatique pour l'Europe. Pour en parler, je reçois Anne-Marie Chauny, son auteure, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Rouen, qui nous parlera de l'invention et du développement des études byzantines. Qui sont ces lettrés européens qui, en parcourant l'Empire ottoman à la recherche de manuscrits grecs antiques, ont finalement rencontré la civilisation byzantine et contribuèrent, bon gré mal gré, à l'invention des études byzantines? Quelle a été la contribution d'un Claude Dupuy qui, avec ses fonds juridiques byzantins, des écrits des empereurs Justiniens et de son code, et de Léon VI, nous rappelle que cette œuvre juridique est la source du droit occidental? Quel a été l'apport de la figure cosmopolite de Nicolas-Claude Fabry de Peyresec, ce passeur de culture, ce représentant de l'humanisme érudit, ce prince de la République des lettres, ce magistrat provençal descendant d'une riche famille de la noblesse pisane installée en Provence depuis le XIIIe siècle? Qui est Lukas Holst, ce philologue allemand, bibliothécaire du pape, qui a eu un échange épistolaire avec le Provençal et qui souhaite travailler sur la ville, dit-il, et l'empire de Constantinople? Qui est Louis Voisin, le premier historien de Byzance? Qu'en est-il de Montesquieu et de Condorcet? Que représente aujourd'hui Byzance à une Europe qui se cherche et qui se départ de ses racines civilisationnelles? Quelle actualité aujourd'hui des études byzantines? Anne-Marie Chauny, qui est également l'auteur d'une bibliothèque byzantine aux éditions Époque Champ-Vallon, nous le dira. Anne-Marie Chauny, bonjour. Alors, je voudrais en fait qu'on commence un peu par le commencement. Ce que je fais d'habitude avec mes invités, c'est comment vous êtes tombé dans cette marmite. La marmite, en fait, des études byzantines, pour un livre qui est vraiment exceptionnel, que je trouve excessivement bien documenté. Et si j'ai bien compris, une des recensions a considéré que c'est un livre qui est suave et savant. Bonjour, merci de cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous sur cet ouvrage. Alors, comment je suis tombée dans cette marmite? Alors, effectivement, c'est une marmite un peu particulière, vous l'avez dit. Je suis historienne moderniste, donc du XVIIe siècle plutôt, et je m'intéresse aussi aux études byzantines. En fait, tout cela est né d'une rencontre avec un érudit mort, Nicolas-Claude Fabry de Peyresec, donc qui a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle. Et je l'ai rencontré lors d'une reprise d'études, il y a 20 ans, quand j'ai décidé d'entamer un doctorat
doctorat, une thèse de doctorat, et donc j'ai travaillé sur Nicolas-Claude Fabry de Peiresc, et plus précisément sur sa bibliothèque. Et j'ai donc... Excessivement riche. Excessivement riche, effectivement, c'est une bibliothèque d'exception, 4500 volumes, plus d'une centaine de manuscrits. Donc pour l'époque, c'est vraiment une très très belle bibliothèque privée. Et j'ai donc rangé, j'ai en fait effectué du rangement dans la bibliothèque de Peiresc, et j'ai d'abord distingué les ouvrages byzantins, et je les ai classés, j'ai essayé de comprendre pourquoi il a pu s'intéresser à l'Empire romain d'Orient au début du XVIIe siècle. Alors ma deuxième question porte essentiellement, bien sûr, sur votre ouvrage, et en fait que je montre là avec la belle figure du cardinal Bissarion, en fait d'une certaine manière, qui est un érudit, un grand érudit byzantin, et qui a connu les deux mondes, parce qu'en fait il a commencé à Byzance, et puis en fait il est revenu au Vatican, à Rome, avant la chute de Constantinople. Mais vous dites dans votre ouvrage que je trouve excessivement bien documenté, qui nous fait découvrir comment des bibliothécaires, des savants, des voyageurs contribuèrent à l'invention des études byzantines. Comment on définit les études byzantines ? Les études byzantines, on peut considérer que c'est une branche des sciences humaines qui s'intéresse donc à l'Empire romain d'Orient de 330, comme vous l'avez dit, fondation de Constantinople jusqu'à sa chute en 1453. Et donc les études byzantines s'intéressent à la fois à l'histoire, à l'art, à la culture, à l'économie, à la politique, à l'architecture. Donc c'est une branche un peu interdisciplinaire des sciences humaines. D'accord. Et comment elle s'est développée, je dirais, à travers ces différents voyages ? Parce qu'à un moment donné, vous dites en fait que ces différents voyageurs, ces lettrés, qui étaient intéressés à la base par les manuscrits grecs anciens. Et ils découvrent, en fait, dans l'Empire ottoman, à travers ce réseau de recherche, ils découvrent justement, en fait, la Grèce byzantine. Exactement. Alors les études byzantines, donc si on pense en termes de branche institutionnelle, elles naissent au XIXe siècle, avec les premières chaires à Munich ou à Sorbonne à Paris. Mais en fait, avant, et c'est ce que je montre un peu dans cette enquête, c'est comment ces études byzantines vont naître bien avant le XIXe siècle, et par l'action d'hommes, les aventuriers, des chercheurs de manuscrits, des érudits, etc. Alors comment ces hommes vont... Vous dites une gigantesque chasse au trésor. Oui, alors je dis effectivement ce terme de chasse au trésor. De manuscrits, d'objets d'art. Exactement. Oui. Et chasse au trésor parce que ça renvoie à cette idée donc, aussi de chasse, donc ça veut dire de poursuite, de recherche, parfois de rivalité aussi, dans cette idée de chasse. Et l'idée de trésor, c'est le fait que les manuscrits sous l'Ancien Régime permettent aussi d'avoir une place dans la société. C'est-à-dire que les manuscrits ont une valeur inestimable. Donc c'est des biens précieux, et donc on peut les considérer comme des trésors. Et donc il y a des rivalités qui se créent aussi autour de cette recherche de manuscrits. Et comment ça se développe en fait ils trouvent ces manuscrits, ils font remonter l'information, il y a un réseau qui se met en place. Et là, dans votre livre, en fait, vous parlez de différentes figures, Claude Dupuy, mais la figure centrale, je dirais, sur laquelle vous avez travaillé d'une manière très, très développée, c'est Nicolas-Claude Fabry de Peiresc, qui est en fait une sorte de descendant d'une noblesse pisane, mais qui vivait au XVIIe siècle en Provence. Alors, qui est-il et comment en fait il a développé un peu ces études byzantines ? Alors, ce Nicolas-Claude Fabry de Peiresc est effectivement, vous l'avez noté, un personnage qui est extraordinaire, qui est incroyable. C'est l'un des plus grands érudits de la première moitié du XVIIe siècle. Un antiquaire, alors qui a quelques spécificités. Qui est magistrat aussi. Il est magistrat, donc il est conseiller au Parlement d'Aix, en Provence, donc il est proche de Guillaume du Ver, qui deviendra garde des Sceaux. Du pouvoir. Exactement, garde des Sceaux de Louis XIII, donc c'est-à-dire que c'est un homme qui va être proche du pouvoir, il aura plusieurs séjours à Paris, mais il va choisir de revenir en Provence, et on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est davantage le pouvoir dans la République des Lettres, c'est-à-dire le pouvoir intellectuel, le pouvoir érudit, plutôt qu'une recherche d'une place vraiment institutionnelle. Donc c'est un conseiller au Parlement, il est donc à Aix, proche de Marseille, donc c'est-à-dire proche de la Chambre de commerce, des marchands, des consuls, et ce qui va lui permettre, et c'est une des caractéristiques, c'est de développer un réseau de correspondance, notamment dans le Levant, qui est extraordinaire. Il est à la tête d'un réseau de plus de entre 70 et 80 personnes qui sont dans l'Empire ottoman et qui recherchent des manuscrits, du papyrus, des objets pour lui.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait tout ce réseau méditerranéen à l'époque du XVIIe siècle. C'est comme si aujourd'hui, avec les distances n'existent plus, à travers les réseaux Internet, comme s'il avait un réseau Internet en fait à sa disposition. Exactement. Et donc il avait cette intelligence de pouvoir en fait développer tout cela. Dans quel objectif à la base? Alors c'est un objectif de collecter les matériaux. Vraiment, moi je dis que Peiresc est un collecteur et non un collectionneur, parce que les ouvrages qu'il obtient, les manuscrits, les objets, ils passent, donc ils viennent de l'Empire ottoman ou d'ailleurs, et ils arrivent à Aix. Et là, selon les besoins érudits, Peiresc va ensuite les prêter, les donner. On a le cas, par exemple, d'un magnifique ivoire qui est l'ivoire Barberini, qui est actuellement au Louvre. Le légat du pape Barberini vient. Peiresc sait qu'il est intéressé par ces petits objets en ivoire, il l'offre. Un érudit a besoin d'un manuscrit, il l'offre. Donc vous voyez, il collecte des matériaux en fonction des recherches, des envies, des besoins d'autres érudits. Et ça commence à se constituer, je dirais, ces études byzantines, parce qu'il est considéré presque un peu comme à la base, je dirais, un peu de cette construction, je dirais, qui va commencer à éveiller en fait les hommes de la République des lettres un peu sur l'importance de Byzance, c'est ça? Alors c'est ce que j'essaie de montrer, hein, c'est l'objectif de ma thèse, c'est de montrer comment en fait il a agi pour les études byzantines. Alors il s'inscrit dans un groupe, il n'est pas seul, on est dans le réseau de la République des lettres, mais il est certain que sa place quand même majeure, hein, comme grande figure de l'érudition de la première moitié du XVIIe siècle, a influencé d'autres savants, quand on savait que Peiresc s'intéressait à tel sujet. Donc il va avoir un rôle à la fois de collecteur de manuscrits, il va stimuler des éditions, les basiliques, par exemple, le Code des basiliques, il va stimuler d'autres éditions de textes juridiques, il va participer à l'édition d'un magnifique manuscrit qui a été retrouvé à Chypre du Xe siècle. Donc vous voyez, il s'inscrit dans un réseau, il n'est pas seul, mais il est important, car c'est une figure majeure. D'où, par exemple, la relation épistolaire entre Lukas Holst, ce philologue allemand, en fait, qui travaillait aussi pour le Vatican, pour le pape, qui est par la suite, j'imagine, en fait, cardinal aussi, si je ne me trompe pas, et qui entre en relation épistolaire avec Peiresc. Exactement. Parce qu'il voulait travailler sur Constantinople, disait-il. Exactement. Donc il se rencontre en fait en Avignon, lors de la présence d'Holst, ou on l'appelle aussi Holstenius, et après ils vont garder contact quand il va devenir garde de la Bibliothèque Vaticane, et effectivement, ils vont échanger, et Holst va demander par exemple des conseils à Peiresc. Pensez-vous que je dois organiser mon ouvrage ainsi, etc. Donc oui, il a des liens avec la Vaticane, et il va justement permettre aussi à des érudits qui sont des érudits, par exemple, protestants, de pouvoir entrer en contact avec des manuscrits qui sont gardés, par exemple, dans la bibliothèque vaticane. Alors, par exemple, vous parlez aussi d'une figure comme Claude Dupuy, avec son fond juridique, je dirais, des textes de Justinien. On sait très bien, Justinien, en fait, nous, en école de droit, on nous apprend en fait, que le code justinien, à la base du droit, qui était le droit romain d'Orient, d'une certaine manière, mais aussi de l'Empire latin, et qui est par la suite en fait à la source du droit occidental. Donc là aussi, il y a un fond très important que Claude Dupuy a rassemblé, un fond juridique byzantin, c'est ça ? Oui, alors c'est assez classique. Claude Dupuy, comme d'autres érudits, le droit byzantin est essentiel à partir de fin XVIe, début XVIIe siècle pour les érudits qui sont pour beaucoup conseillers au Parlement. C'est ça. On a beaucoup de parlementaires érudits et donc ils vont avoir besoin de matériaux. Exactement. De la codification grecque, on va dire, mais parce qu'on recherche l'héritage romain. C'est là où on voit combien ce XVIe et XVIIe siècle, l'Empire romain d'Orient, ça appartient à la culture de ces érudits, par le droit, évidemment par la religion et les pères grecs, mais on voit bien que l'importance du droit grec, qui est l'héritage romain. Tout à fait, qui est à la base du droit occidental. Vous parlez aussi, en fait, tout un chapitre sur la Byzantine du Louvre. Alors, de quoi il s'agit ? Vous parlez aussi de la figure de Louis Cousin, qui est aussi une figure très connue et qui est, si j'ose dire, peut-être l'historien, en fait, des études byzantines, de Byzance, quelque part. Alors, donc, effectivement, la Byzantine du Louvre, c'est le nom simplifié du corpus d'historiens qui va être publié avec l'aide des supplices royaux de Louis XIV et de Colbert. Donc c'est une impression à l'imprimerie du Louvre, d'où le nom de Byzantine du Louvre, de sources narratives, donc d'histoire profane, de textes byzantins, de manuscrits qui ont été obtenus par tous ces voyageurs, ces érudits, etc., et qui vont donc être édités en grec et en latin, en vis-à-vis, dans de très très belles
publication, c'est des grands in-folio avec un magnifique papier, donc on l'appelle Byzantine du Louvre. C'est toujours un ouvrage de référence. On l'appelle Corpus Parisiense, Corpus de Paris, et donc toujours un ouvrage de référence. Et Louis Cousin peut être considéré comme le premier historien de Byzance parce qu'il a écrit une histoire de Constantinople. C'est ça. Mais en fait, moi j'ai mis premier historien avec un peu des guillemets parce que Louis Cousin, en fait, c'est plus un assemblage de sources. Il va reprendre les écrits de la Byzantine du Louvre en latin, il va les traduire en français. Mais il est important parce qu'il va diffuser ces sources narratives byzantines du 5e siècle jusqu'au 15e siècle pour un public qui éventuellement ne lit pas le latin. D'accord. Et on a une petite édition. En fait, il a proposé des petites éditions qu'on pouvait transporter. Donc, c'est un ouvrage qui s'est diffusé assez facilement. Alors après, vous parlez de Condorcet, de Montesquieu, donc on n'aura pas le temps, en fait, vraiment de rentrer, mais c'est excessivement documenté, très riche. C'est un livre qu'on lit comme une enquête, un peu, qui évolue au fil des personnages qu'on découvre. Vous vous placez essentiellement bien du côté, en fait, occidental, je dirais, de ces byzantinistes, en fait, qui se sont intéressés à l'Orient. Mais il y a la figure aussi, sur la couverture de votre livre, de Bissarion, le cardinal Bissarion, qui était aussi un érudit byzantin, mais qui était moine, mais aussi évêque et métropolite, en fait, à Byzance, et qui, au moment du Concile de Nyon, en fait, est passé quelque part à l'Occident. Dites-nous un peu rapidement sur cette figure. Eh bien, vous l'avez tout à fait bien présenté. C'est une figure qui est importante, notamment pour les byzantinistes, parce que donc, il va terminer sa vie à Rome. Et donc, il va léguer à la bibliothèque de Venise, la bibliothèque martienne, ses ouvrages, sa magnifique bibliothèque, et notamment il va ainsi doter cette bibliothèque de près de 500 manuscrits grecs. Donc il appartient à ces personnages qui vont créer un goût aussi pour l'Empire romain d'Orient par la présence de manuscrits. On voit bien aussi comment... Donc là, on se retrouve on est avant la chute de Constantinople. Tout à fait. Juste un peu avant, quoi. Juste avant, exactement. Quelques années. Exactement. Je crois qu'il meurt en 1439. C'est ça, oui. Il me semble. Et donc, on voit bien comment on est au moment, vous vous souvenez, de cette recherche d'union des églises. Bien sûr. Les conciles d'union, ce qu'on appelait les conciles d'union. Exactement. Et on voit bien comment, en fait, on veut passer aussi par la culture, la connaissance du grec, la connaissance de la civilisation de l'Empire romain d'Orient, pour rapprocher les églises. Donc, on a tout un travail diplomatique, on a un travail religieux, mais on a aussi un travail culturel. Et Bessarion s'inscrit dans ce contexte-là. Très bien. En tout cas, comment s'inscrit aujourd'hui rapidement, je dirais, les études byzantines? Vous me disiez en fait qu'il y avait une préparation d'un colloque ou de travail en fait sur les études byzantines en 2026. Alors moi, on discutait tout à l'heure, je vous disais notamment un point qui va être important pour les byzantinistes, je ne suis pas byzantiniste, mais c'est la future ouverture au public du 9e département du Louvre, de l'histoire de Byzance et des chrétientés d'Orient. Et il y aura un colloque là-dessus ou c'est juste en fait l'ouverture? Il y a l'ouverture et ce qui est possible, mais là pour le moment rien n'est sûr. En 2031 aura lieu le Congrès international des études byzantines, c'est tous les 5 ans, et on espère qu'il pourrait avoir lieu en France en lien avec cette ouverture, et ce serait aussi 100 ans après 1931, qui a été un des grands congrès aussi à Paris des études byzantines. Très bien, en tout cas un grand merci Anne-Marie, vraiment c'est un livre que j'ai regardé en détail, il est excessivement intéressant en fait de lire, parce que ça dit beaucoup sur l'Occident et les lettrés en fait de l'Occident du XVIe, XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, mais aussi ça parle beaucoup de Byzance. Et donc ces relations Orient-Occident sont très importantes, ce va-et-vient entre ces deux rives de la Méditerranée. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci. Et là je vous laisse avec le trailer d'un documentaire russe, The Faithful, les fidèles, qui raconte l'histoire de ces 43 personnes qui étaient au service du tsar Nicolas II et de sa famille, et qui, par loyauté, ont volontairement suivi le tsar dans son exil et ont vécu avec lui les différentes tribulations et sa famille que la famille a connues en exil jusqu'à son martyre. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Когда царь Николай II отрекся от престола, последовать за ним в ссылку и разделить его арестантскую жизнь согласились всего 43 человека. Всех 43 верных, подданных отговаривали от их упорного желания разделить трагическую участь царской семьи. Вчера я вдруг услышал слово, которое прозвучало как папуля. Я едва не разрыдался. Это мой дед.
а это царь. Моя мама родилась, да, ее крестила сама царица. Ну, это крест, вот, которым крестили мою маму. Александра Федоровна, царица. Они были настолько преданы своему царю, и вместе с ним ушли в вечность.